Bienvenue chez Skill. Installe-toi tranquillement. Je t'explique le concept. Yo. Bienvenue chez Skill, la transmission de savoir habile. On décortique les talents, les gens qui fascinent. En face de moi installé, ce mec que taquine. Le podcast YouTube car first c'est sa team. Sa carrière n'a pas décollé, mais le basket lui a donné de quoi consoler. Son ambition reste et sa plume s'étoffe. De Marseille à Brest, il assume à Malakoff. Ce numéro 10 dans le bus dynamite. Quand ça parle fort de sport avec Tom l'acolyte. Un média voit le jour au ton non hypocrite. Et aujourd'hui c'est sa chaîne qui est ta favorite. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter l'homme que l'on nomme Erwan Abotreit. Pour lui la NBA n'a plus de secret. Faites entrer Erwan Abotreit. Ses commentaires fascinent quand il force le trait. Faites entrer Erwan Abotreit. Ses coups de gueule ont suscité l'intérêt. Faites entrer Erwan Abotreit. Tel est l'individu dont je fais le portrait. Faites entrer Erwan. Bienvenue chez Skill. Je me suis toujours demandé quand j'étais petit ce que ça ferait si un jour on écrivait un son sur moi, tu vois. Parce qu'on rêve de plein de choses et franchement c'est cool. Franchement c'est bien écrit, c'est parfaitement juste dans tout ce que tu dis et ça fait un petit truc d'avoir un son sur mon parcours et tout. On vit plein de choses. J'ai la chance de vivre plein de choses depuis que je fais du basket, je suis journaliste, de rencontrer, croiser plein de gens. Mais avoir un son dédié comme ça, franchement merci et bravo, c'est cool. Erwan, bienvenue chez Skill. Ouais, merci. Bienvenue chez Skill, merci à toi de te prêter à notre concept. Pendant notre échange, tu vas nous partager les talents qui t'ont fait briller, tes skills. Pour t'expliquer le programme, on va voir l'explication des pratiques dans lesquelles tu as performé. Ensuite, peut-être aura-t-on une petite césure, on va plus parler journalisme, on va s'appuyer sur ce qui se passe ici. Et enfin, troisième partie, on va voir ce qui a nourri ta détermination, ta mentalité. Es-tu prêt? J'attends que ça. Peux-tu nous rappeler quelle pratique sportive a jalonné la première partie de ta vie? Le foot. Le foot, je suis d'une famille de footballeurs. Mon père a joué au foot à Brest, à l'ASB, pour ceux qui sont de Brest, au Stade brestois, il a joué. Donc mon père est un footeux, ma famille est aussi une famille de footeux. Du côté de ma mère, tous mes oncles ont joué au foot, mes cousins ont joué au foot. Et donc j'ai logiquement baigné là-dedans et j'ai logiquement commencé par le foot parce que comme j'ai grandi à Marseille, et dans les cours de récré à Marseille, on joue au foot. Donc je joue en club, je joue à l'école. Et quand j'avais du temps libre, mon père nous emmenait jouer au foot avec mon frère aussi. Donc le foot a été le premier sport que j'ai pratiqué, que j'ai adoré. Et ça a duré jusqu'à mes 14 ans. Ouais. Plus tard, tu as pratiqué un autre sport, il s'agit du... Le basket. Entre le basket et le foot, entre le foot et le basket plutôt, il y a eu 1 an et demi, un petit peu de recherche. J'ai essayé de faire du rugby. C'était un peu trop violent pour moi. J'avais essayé de faire du handball. J'avais pas spécialement plus accroché que ça, alors qu'à l'école, ça me plaisait. Donc, je cherchais quelque chose d'autre. Et en fait, le basket, c'est vraiment le sport qui m'a déjà attiré qui m'a attiré l'œil. Parce que je voyais ce sport où ça court dans tous les sens, c'est grand, qui court, qui dunk. Et puis moi, j'étais déjà plus grand que tout le monde. Donc, j'avais tendance à me voûter. Et puis là, je voyais des mecs grands, bien plus grands que moi, qui avait un vrai style sur le terrain et tout. Je me suis dit, mais du coup, ça m'a grave attiré. Et puis, comme je ne crois pas au hasard dans la vie, je suis arrivé dans un nouveau collège et il y avait un terrain de basket dans la cour. Et donc là, j'ai arrêté de jouer au foot entre midi et 2 et j'ai commencé à jouer au basket. Et dans ma classe, il y avait un mec qui était dans un club avec qui j'ai sympathisé, qui m'a dit, mais tu veux pas jouer? Je peux venir. Et puis il a dit au coach, tiens, j'ai un pote qui fait 1m92, il a 14 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Il ramène-le tout de suite. Et j'ai commencé à jouer au basket comme ça. Alors justement, avant de parler basket, j'aimerais revenir sur le foot. J'ai cru comprendre que lorsque tu joues au foot, de par ta taille, on t'a forcé à utiliser une partie de jeu qui, toi, ne t'allait pas. Ouais, quand on est grand, le cliché, c'est mettre la tête. Toujours, fallait mettre la tête, centrer, mettez la tête. Déjà, c'est dur quand on a 6, 7, 8 ans, quand on est beaucoup plus grand que tout le monde. C'est pas simple. C'est encore moins simple quand c'est à Marseille.
parce que je me souviens des tournois où j'étais convoqué, je sais pas, 5-6 fois dans la journée pour que les entraîneurs adverses vérifient ma carte d'identité, me regardent, hein, enfin, les remarques des parents sur le côté. Je me souviens, ma mère m'en parle encore, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, le fait de dire que j'étais un présumé, que j'avais pas le droit de jouer là, qu'il fallait que je joue avec les autres, alors qu'en fait j'avais juste l'âge des mêmes gars. Après j'étais plus grand que tout le monde. Et donc il y avait ce côté de la taille là, et puis c'est vrai que dans le jeu il y avait le côté, faut mettre la tête. Alors que moi en fait j'aimais bien jouer au sol, faire des passes. J'étais pas spécialement, et puis quand on a 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas un énorme joueur de tête. Ça fait mal à la tête, on n'a pas envie de la mettre. Donc ouais, c'était un petit peu paradoxal, mais surtout à l'époque, les clichés avaient bon dos. Donc les grands, fallait qu'ils mettent la tête, fallait pas qu'ils savent dribbler, fallait pas qu'ils fassent de passes dans la profondeur, voilà, fallait mettre la tête. Donc ça m'embêtait un peu, ouais. Tu parles de passes. Si je reviens au basket, j'ai cru comprendre que tout a commencé pour toi par une première passe décisive à Antoine Rigaudot, la légende. Ouais, donc j'étais à Brest en vacances chez ma famille là-bas, et mon parrain, le frère de mon père donc, était le DJ du tournoi, le tournoi des As, que je jouerai plus tard d'ailleurs avec l'étendard de Brest. Donc j'étais là sur le bord de terrain, j'ai assisté à ce tournoi-là, il y avait Pau, et à la mi-temps je vais shooter, et quand les joueurs reviennent, j'ai un ballon, et Antoine Rigaudot il me dit comme ça. Et hop, je lui fais une passe, et évidemment il met une énorme filoche derrière, et je me suis dit, oh, c'est une belle sensation. Et c'est un truc qui m'avait marqué, ouais. Tu nous as évoqué un petit peu ce qui t'a attiré au basket, le fait de se tenir droit, de ne pas être voûté, de voir un peu des semblables à toi au niveau taille, etc. Dans le jeu, tu peux nous détailler, dans tes premières années, ce que tu as vraiment apprécié dans cette pratique-là? Au début, j'étais un pivot, hein. Moi, j'ai commencé quand on commence en minime départ à Marseille, qu'on fait 1m93, pivot direct. Donc ce que j'aimais bien, c'était cette espèce de mélange d'efforts en défense, en attaque, courir. Et puis je me suis senti très vite à l'aise, et j'ai vite voulu apprendre de nouvelles choses. C'est ce qui m'a plu avec le basket, c'est que, alors oui, au début, on est grand, on court dans l'axe, on prend des rebonds, on met des écrans, puis en fait, tu te dis, tiens, je peux apprendre à dribbler, oh tiens, je peux travailler ma main gauche, tiens, je peux apprendre à shooter un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis il y a le tir à 3 points, et puis il y a la passe, et puis voilà, donc c'est ce qui m'a plu le plus, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à travailler, mais je sais pas, j'avais envie de tout savoir faire. J'ai jamais réussi à tout savoir faire, mais je trouve que c'est cool dans le basket. Je rêvais de jouer meneur, de monter la balle, mais j'aimais bien aussi être intérieur. J'aimais bien les ailiers qui prenaient des écrans pour shooter. Enfin, tout me plaisait dans le basket. Et j'aimerais revenir sur une période où, visiblement, tu as fait du grabuge sur le terrain. Cette période où tu étais en centre de formation à Brest, il me semble, où tu as enquillé pas mal de points. Est-ce que tu as le souvenir d'une sensation sur le terrain à cette époque que tu appréciais ressentir? Tu as parlé d'efforts, d'aller-retour, de shoot, de dribble. À cette époque-là, on va dire prime espoir, Erwan, c'était quoi ton kiff sur le terrain? Alors, les espoirs, c'était à Brest, ouais. Le centre de formation, les Cadets France, c'était à Biarritz, qui était une antenne de Pau. Donc, je suis allé faire les essais là-bas, à Pau. Ils m'avaient envoyé à Biarritz, du coup. Et là-bas, très vite, je m'installe comme un joueur majeur. Et moi, je quittais Marseille, donc je découvrais les choses. Et c'est vrai que ça se passe plutôt très bien sur ces 2 années-là. On est en deuxième div, on monte la première année direct en première div ensuite. Il y a la sensation, j'ai des souvenirs. Il y a ce match où on bat Cholet, qui est à domicile, qui est champion de France, c'est toujours le cas, qui est le meilleur centre de formation de France. Et on les bat chez nous au buzzer après prolongation. Et je me souviens, je m'étais avec Seydou Koné, de mémoire, qui ensuite était parti aux États-Unis à la fac. On s'était mis une guerre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un gros combat et tout. Et je me souviens que ça avait été le premier gros coup où je m'étais dit, waouh, là on vient de faire un truc fou. Il y a eu la montée l'année avant, on avait fait un Final Four aussi, on avait fini 3e. Mais là, battre Cholet, c'était le premier gros coup de ma carrière. Je me dis, ah, ok, d'accord, on est capable, nous aussi, de battre des grosses équipes comme ça. Cette même année-là, on aura battu Pau, on aura battu Limoges. Donc là, on a battu Lasvel. Mais le premier gros coup de battre Cholet, parce que quand on était cadet, jouer Cholet, c'était l'assurance d'en prendre 40. Et on les a battus chez nous au buzzer dans un scénario fou.
Et c'est le premier truc où je me suis dit, ah ouais, et puis le combat, c'est vraiment, j'avais le premier match où j'étais sorti vidé avec la sensation d'avoir vécu un truc exceptionnel. Et dans ce combat-là, toi, quelles étaient les attitudes où vraiment tu te sentais in the zone? C'était plutôt des attitudes pardon, d'impact, défensive, d'attaque. En fait, c'était l'intensité. On était en cadet, donc on avait 15-16 ans, donc il faut tout relativiser et remettre dans ce contexte-là. Mais moi, à l'époque, je pivot encore, 4-5, mais donc je shootais peu d'extérieur, donc j'étais vraiment dans le combat, passer devant, courir dans les transitions, vraiment faire tous ces efforts-là, mais j'avais l'impression d'être à 200%. Et j'avais pris 5 fautes, j'étais très 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 frustré. Je me souviens à la fin, j'avais pas pu jouer la prolongation et j'étais tellement frustré parce que j'étais dans ce combat. Voilà, dès qu'il fallait faire une course, je la faisais à 200%. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait des exigences que le haut niveau pouvait demander. Et ouais, mais c'était ça, le combat, les écrans, boum, tu touchais les joueurs sur les prises de position, je passais devant, et repassais devant, et bim, et boum. Et c'est pour ça que j'étais frustré, parce que quand je prends ma 5e faute, j'avais dit à l'arbitre, laisse-nous jouer, laisse-nous dans ce combat. C'était en plus stressé, il n'y avait pas de mauvais coups. Et voilà, mais ouais, c'était plus ça, j'étais en forme physique, voilà, j'avais envie que le match dure des heures, en fait. Et par la suite, visiblement, ton poste a changé. Tu es passé plutôt ailier fort. Est-ce que là, tu as ressenti d'autres sensations? Peut-être un peu moins de combat, le shoot est venu? Enfin, comment s'est passée cette transition chez toi? Bon, le combat, toujours, hein. Après, c'est des différentes manières de défendre. Défendre intérieur, défendre extérieur. Mais bah après, c'est les sensations. Oui, là, pour le coup, mes premières années de formation, tu poses des écrans, la plupart du temps. Et là, tu les prends. Donc, et quand tu joues 3-4, eh ben, t'alternes. Et je trouve que j'aimais bien aussi cette sensation de sortir des écrans, trapper, savoir ton défenseur où il est. S'il est dans ton short, ben, tu curls ou tu drives. S'il passe au-dessus, ben, tu pop et tu peux shooter, ou tu peux avoir un drive sur un contre un ouvert. Enfin, il y a plein de lectures à avoir de la passe, du tir. Donc, c'était aussi, j'ai beaucoup aimé découvrir un nouveau poste. Donc ouais, j'ai pu être capable d'alterner, comme j'ai une formation d'intérieur, mais après tu passes aussi jouer ailier, tu apprends à jouer des pick and roll en dribblant. Ça a toujours été dur pour moi, le dribble. Ça m'était ma qualité première, mais donc voilà. Mais oui, c'est une autre sensation. Puis vraiment, dessiner un play pour toi, tu sors, t'attrapes, tu tires, tu mets dedans à 3 points. Ça, c'est quand même la sensation. Ça, tu vois, tu dis, ah ok, ça, ok. Là, tu vois tes potes le faire, parce que moi j'ai eu la chance de jouer avec des vrais gros shooters, mais quand c'est toi qui sors d'un écran première fois en match, parce que tu le bosses beaucoup, t'attrapes, boum, tu mets dedans, tu fais, ouais, ça met une vraie sensation. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je joue encore un peu, même en dessous du 3-3 demi-terrain, sortir, attraper, tirer, marquer, ça met toujours la même sensation. Mr. Klay Thompson. Non. Tu parles de la sensation. Klay Thompson, lui, du coup, il a ça dans le sang, vraiment. Non. Non, mais peu importe, hein, qu'on soit un grand shooter ou un shooter moyen ou un mauvais shooter, mettre un tir à 3 points en rythme, je pense que tous ceux qui ont joué au basket savent la sensation que ça peut faire. Soyons hyperboliques, aujourd'hui, je suis avec Erwan Abotret, donc je me permets de forcer un peu. Est-ce que tu as le souvenir, justement, d'une action précise, tu sais, où tu as l'impression que tout tourne au ralenti, t'es in the zone et peut-être sortie d'écran, catch and shoot, triple menace, il s'est passé quelque chose. Si tu as le souvenir de ce petit moment spécial. Il y en a plusieurs. Un truc qui m'avait marqué encore, et toujours dans cette période de centre de formation, parce que on se découvre en fait. Quand on rentre dans un centre de formation, on se dit bah, c'est la première marche vers le monde pro dont on rêve. Et donc c'est là où il y a des choses qui nous marquent plus que d'autres. Et je me souviens, un des premiers trucs, c'était à Saint-Étienne à l'époque. Le CAS, je crois que ça s'appelait comme ça. On va jouer là-bas, une salle de pro B, un parquet, donc on était toujours content quand on jouait dans des salles pro. Et je me souviens sur un coast to coast, je sais plus exactement comment ça passe, sur un retour de passe, et puis j'arrive en transition, ça se referme un peu, et j'arrive comme ça, je monte, et j'avais même pas l'idée d'aller dunker. Il fait, je monte, et boum, je dunk à 2 mains comme ça. Je reste accroché, je me dis, oh, j'ai dunké, mais et c'est à l'époque où, en plus, en cadet, on voulait absolument dunker en match. Et je mets un dunk quand même en transition, un truc que j'avais quasiment jamais fait. Le peu de fois où j'avais dunké avant, c'était sur du 1 contre 0. Et là, je dunk dans le trafic, un bon dunk à 2 mains, un pied. Et je retombe, et j'ai mon coéquipier, je me souviens, Alex Ngetsop, j'entends derrière, il fait « Oh !» comme ça. Et on se regarde. Et je me souviens, en plus, c'était marrant, parce qu'il y avait mes parents qui étaient venus me voir de Marseille, donc parce que Saint-Étienne, c'était pas très loin.
Et c'est une action où je m'étais dit, ah ouais, mais en fait, c'est bizarre ce feeling de se dire, je voulais pas le faire ça, mais ben, parce que tu t'entraînes à l'entraînement, parce qu'en fait, quand tu t'entraînes tous les jours, ben, ton corps change et tu te découvres. Et d'avoir réussi à faire ça en match, je me dis, ah ouais, d'accord, maintenant je suis capable de faire des trucs comme ça en match. Ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. On avait parlé sur le retour, sur le retour en quart, en disant, mais le dunk, incroyable, tout ça. C'était bon. On avait perdu quand même. Alors, tu as vraiment emprunté cette voie royale qui finalement aurait pu te mener loin. En tout cas, Loin, loin centre d'un. de formation, Oui, comme beaucoup. espoir, comme beaucoup. Comme beaucoup. Et Après Espoir, c'était à Brest. Hein. Les Espoirs de Brest, c'était une saison compliquée. On gagne un match dans la saison. Les Espoirs de Brest n'étaient pas connus pour être une bonne équipe de basket. Moi, je rêvais d'être un Espoir à Pau. Mais ça, je le dis souvent, mais ça n'a pas pu se faire. Ça arrive. C'était une première grosse déception. Peut-être même la plus grosse déception quand j'étais plus jeune, mais après voilà, ça a permis d'ouvrir d'autres voies. Il y a toujours d'autres. Quand une voie se ferme, il y a toujours une autre qui s'offre à nous. Donc moi, ça a été Brest, les espoirs où, bah, pour le coup, tu joues tous les ballons, tu mets beaucoup de points, tu gagnes pas de match, et tu t'entraînes malgré tout avec les pros, et tu es sur le banc des pros. Donc tu découvres autre chose. Et c'est marrant, parce que j'ai reparlé avec des amis contre qui je jouais à l'époque de KD France et tout, qui eux étaient dans le centre de formation de Pau. Ils me disent, mais moi, j'ai jamais été sur un banc de pro. Donc moi, j'ai joué un peu en espoir, et en plus, mais moi, toi, tu as pu jouer un peu en Pro B, tu as pu t'entraîner avec des pros tous les jours, pas moi. Donc c'est marrant avec le recul, en fait, finalement, comment on a un chemin, des rêves, mais finalement, il y a d'autres chemins qui existent, qui sont tout aussi intéressants. Et au moment où on s'ouvre tous à 40 piges, 20 ans après, de se dire, bah, finalement, est-ce que j'aurais vraiment voulu aller faire ça? Et est-ce que finalement, ce que j'ai fait, c'était pas mieux? mais Erwan, ici, tu vois, on est à skill, la transmission, elle est habile et ça m'intéresse de savoir comment, quelques années après, tu arrives à analyser le fait que tu n'aies pas pu sauter ce cap-là. J'ai cru comprendre que euh, peut-être que ça s'est joué sur un état d'esprit que tu n'as pas eu à l'époque, qui t'a permis d'être peut-être plus patient ou résilient. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Résilient, j'ai toujours été. Hein. Je me suis presque trop, même par moment. Je pense que j'aurais dû prendre une autre voie professionnelle, préparée comme le journaliste, peut-être un peu plus tôt. Bon, après, il y a le talent, faut pas non plus se leurrer. Il y a le talent. Alors, certes, on peut toujours faire mieux euh, sur ce que j'ai fait. C'est ce que je me dis, j'aurais pu faire mieux. Mais mieux, j'aurais jamais joué en équipe de France. J'aurais jamais été un joueur d'Euroleague ou même de Pro A, je pense. Donc, il y a le talent. Après, oui, il y avait un comportement, il y avait des frustrations qui faisaient que bah, ça aide pas. Mais au bout d'un moment, quand on a 16 ans, 18 ans, qu'on joue contre des mecs comme Mike Pietrus, qu'on croise des Boris Dio, qui ont le même âge que nous, bon, voilà. Après, ça, c'est le top du top aussi. Puis je crois qu'il y a des opportunités, je crois qu'il y a des chemins qui se tracent, et puis il faut prendre ce qu'il y a à prendre finalement. Alors, on ne comprend pas toujours sur le coup, mais finalement, avec le recul, de toute façon, le regard que j'ai sur mon parcours de basketteur, il change chaque année, chaque mois, chaque semaine, tu vois. C'est, ah, là, c'était bien. Ah, finalement, c'est pas plus mal. Ah, mais là, bon, voilà, c'est comme ça ça anime les débats. Et tu parles de comportement, tu parles de... Moi, j'ai vu beaucoup de talents dans d'autres sports qui intrinsèquement avaient le talent et tu es modeste, mais personnellement, je crois que tu avais le talent. Mais finalement, c'est justement dans cet aspect peut-être comportemental ou attitude ou compréhension de l'enjeu, de la systémie un peu d'individus qui est autour de toi, les coachs, etc. C'est souvent là que le bas blesse. Comment toi, tu as vécu cette époque? Euh, Est-ce que tu penses que avec peut-être une autre compréhension des gens qui t'entourent, des enjeux de chacun, tu aurais pu peut-être patienter plus ou comment tu le vois aujourd'hui? Je sais pas trop. Je crois que j'ai vécu les choses comme je pouvais pas faire autrement, je pense. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas les outils pour faire autrement. Euh, voilà, après, j'avais mon vécu, mon histoire. Et j'ai vécu les choses comme ça. J'étais loin de chez moi. J'ai vécu les choses comme elles venaient. Je crois que j'aurais pas pu faire autrement. Aujourd'hui, oui, dire moins s'énerver, moins être frustré, arrêter d'avoir tout le temps un sentiment d'injustice que je m'inventais certainement par moments, sur un terrain, sur des arbitres, sur des coéquipiers, sur des adversaires, peu importe. Mais je crois que là, pour le coup, j'avais pas les outils à 16, 17, 18, 20 ans pour réagir autrement.
J'ai fait avec ce que j'avais, voilà. Mais je regrette pas. Enfin, c'est comme ça, hein, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas pu faire autrement. Ouais. Sans parler de regret, hein, de toute façon, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Ça m'intéresse de décortiquer pour justement transmettre à ceux qui nous regardent. Tu parles d'injustice et effectivement, on peut trouver des caractères à gauche, à droite, qui sont particulièrement sensibles à l'injustice. Lorsqu'on est dans une équipe, qu'on subit les choix d'un coach, qu'on ne comprend pas toujours, est-ce que tu penses que toi, ces situations-là, elles ont joué contre toi à un moment donné? En fait, la justice, c'est moi qui la définissais comme ça. C'est moi qui me l'inventais, cette situation-là. De me mettre dans cette situation. Il y a toujours une manière de réagir à plein de choses. Un choix de coach, bah, c'est s'entraîner la semaine. Un coup de sifflet de l'arbitre, c'est peut-être lui montrer qu'il a eu tort, lui disant bah, tu t'es sûr là, tac, tac, et l'action d'après. Il y a toujours moyen de réagir mieux. Et comment tu réagissais à l'époque? Mais mal, toujours dans l'agressivité, toujours. Ah, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas faute. Ah ouais, là, là, là. Le mec, au bout d'un moment, tout le monde se trompe en fait. Donc évidemment, tu viens parler à un mec comme ça, tu t'attends à quoi en fait derrière? Tu vas te dire ah excuse-moi, je la mais non. Et pareil, parfois sur les coachs, même si en jeune ça se passait plutôt bien. Après chez les seniors, il y a eu des incompréhensions aussi, mais ça fait partie du jeu en fait. Tous les mecs, tout basketteur à un moment donné s'est senti pas assez utilisé, aurait aimé jouer plus. Ça fait partie du jeu. Maintenant, par contre, chacun le vit à sa manière, où tu t'entraînes plus, où tu demandes une discussion, où tu comprends que peut-être tu corresponds pas à des attentes et tout. Mais moi, j'avais toujours ce truc-là, ce réflexe sur lequel je me rendais pas compte, mais d'injustice. Ah, c'est contre moi, tout est contre moi. Ouais, non, non, les gens sont pas contre toi. Chacun aussi voit ses intérêts par moment. C'est très fort de nous partager ça, parce que c'est pas évident, il faut prendre du recul sur soi. C'était quoi ton rapport au coach, du coup, à l'époque? Ben moi, mon coach de centre de formation, Paco, bah, c'était une limite, c'était comme mon daron, en fait. Moi, j'arrive à Biarritz, je quitte Marseille, j'arrive à 15 ans et demi dans le sud-ouest. Je pars de Marseille, j'arrive à Biarritz, chez les surfeurs, dans un lycée très cool. C'est Beverly Hills pour moi, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai pas mes parents qui sont là, et mon coach, ben, Paco, c'est devenu plus qu'un coach, quoi, en fait. Donc, et aujourd'hui encore, on est très proches. Il m'a beaucoup apporté dans la compréhension du jeu, dans le basketteur et le journaliste même basket que je suis devenu. Donc avec lui, j'ai un rapport très, très, très proche. Et puis ensuite, ouais, tu vois, j'ai pas gardé beaucoup je suis pas devenu pote avec beaucoup de coachs que j'ai eu. Il y en a eu des très cool, hein. Johan Pro à Saint-Nazaire, j'ai beaucoup aimé. À Malakoff, il y a eu David Cario que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, après j'ai eu d'autres expériences plus compliquées avec d'autres coachs, mais parce qu'après on n'est pas fait non plus pour jouer avec plein de gens. Donc je pense que trouver un coach aussi, ça se voit à tous les niveaux. Il y a des joueurs, leur carrière elle explose parce qu'ils trouvent le bon coach, qui croit en eux. Bon, moi en senior, j'ai pas trouvé vraiment le mec avec qui j'ai été en fusion, mais c'est pas grave. Et si tu étais coach aujourd'hui et que tu revenais sur le contexte de l'époque, en tant que coach, qu'est-ce que tu aurais fait avec Erwan Abotret? Waouh, c'est une super question ça. Je lui aurais dit de se taire déjà. Ils te l'ont pas dit à l'époque? Si. Donc ça n'a pas marché. Alors que Non. faire? Je lui aurais dit, je lui aurais dit, j'aurais pris des matchs où je parle, et j'aurais pris des matchs où je parle pas, et j'aurais dit regarde la différence. Voilà. Je lui aurais dit de me taire. Voilà. Ça c'est sûr. Tais-toi. Écoute, tais-toi. Voilà ce que j'aurais fait. Mais ils l'ont tous fait. Hein. Oui, mais par contre, tu parles du fait d'un moment donné, avoir ce temps d'échange individuel pour circonstancier un petit peu tes réactions et te faire comprendre. Euh, Aujourd'hui, tu penses que ouais, ça t'aurait aidé à peut-être plus prendre de recul, d'avoir quelqu'un qui prenne le temps individuellement avec toi de te regarder de l'extérieur, tu Oui, mais vois? au bout d'un moment, les mecs qui sont coachs, ils sont pas, c'est pas mon tuteur, c'est pas mon. Il me le dit une fois, deux fois, trois fois. Bon, chef, tu veux pas, tu veux pas. Ben, le jour où tu te tais très bien, quand tu te tais pas, ben, tu viens t'asseoir. Ou tu joues pas, et c'est comme ça. Au bout d'un moment, c'est aussi un entraîneur. C'est pas non plus mon tuteur, c'est pas mon père, tu vois ce que c'est pas mon frère. Donc au bout d'un moment, quand tu dis on est plus en minime, en cadet, t'es un adulte, il te dit quelque chose, une fois, deux fois, bon, il comprend rien. Il a pas envie d'écouter, tant pis. On fait différemment. Le monde est comme ça. Mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ou pas, je sais pas, c'est des questions que je pose, mais Pas, il y a 9 autres joueurs, il y a un club,
On peut pas juste perdre du temps pour. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je pense qu'en tant que coach, pour répondre à ta question, j'aurais fait la même chose une fois, deux fois. J'ai coaché l'équipe de Malakoff où il y avait certains caractères aussi. C'est vrai que quand tu dis à un mec une fois, deux fois, trois fois, ben à la fin, tu as compris qu'il n'y arrivait pas. Tu t'assois, tu viens t'asseoir. On a parlé du joueur par rapport à tes qualités intrinsèques, tes moments que tu aimais vivre, etc. Et puis il y a l'humain. Et tout à l'heure, tu as dit, de par mon histoire, en tout cas, j'ai eu tel comportement injuste, etc. Sans forcément ouvrir ce chapitre-là, mais est-ce que toi, tu fais un lien entre l'histoire de l'individu et, pour le coup, ce qui peut advenir, malgré le fait qu'il ait des qualités sportives indéniables? Je ne sais pas si tu vois le sens de ma question. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'histoire d'un sportif hors basket, sa vie, et faire le lien avec, on le voit hein, quand on voit certains joueurs, avec leur comportement sur le terrain ou hors terrain? Moi, je pense que tout joueur se construit avec ce qu'il a vécu. Et moi, je trouve ça, c'est ce qui est super intéressant quand on se penche sur la carrière des joueurs, c'est le vécu qu'ils ont, personnel, familial, scolaire, tout. L'endroit où ils ont grandi, voilà, dans des contextes plus volcaniques que d'autres, dans des contextes plus calmes que d'autres. Voilà, donc je trouve que, oui, évidemment, ce qu'on est, ce qu'on vit avant de devenir un athlète, ça aiguille aussi un petit peu la carrière qu'on doit être. Ça peut être souvent aussi un échappatoire, ça peut être aussi souvent trouver des réponses à des choses qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours. Donc oui, oui, le parcours personnel influe énormément sur le joueur qu'on est. Et on peut être un joueur complètement différent de ce qu'on est dans la vie de tous les jours. On peut être le même joueur de ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Il y a 1000 exemples, en fait. Et je repose cette question sur le coach, hein, parce que pour moi, c'est une question assez évidente. Est-ce qu'à un moment donné, un de tes coachs, a pris le temps de peut-être voir ce qu'il y avait derrière ce caractère, ou comme tu as dit tout à l'heure, non, on n'a pas le temps, on trace la route, il faut... Mais pas le temps. Moi, honnêtement, ils l'ont tous pris. Le temps, mais après, encore une fois, Paco l'a fait parce que j'étais jeune et que j'étais sous sa tutelle. À Biarritz, c'est que j'avais 16 ans, donc tu as ce genre de rapport-là. Après, oui, ça m'est arrivé de me retrouver dans les cars au début, sur les retours de déplacement, à parler avec des coachs pendant 2-3 heures, de tout et de rien, et de nos vies, et de reparler du match aussi. Donc, non, et après, il y a des coachs avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Après, oui, quand tu es entraîneur, par définition, tu dois un petit peu savoir qui sont tes joueurs, mais tu peux pas non plus faire du cas par cas. Moi, je reste persuadé que c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, je comprends. En tout cas, tu nous as parlé un peu d'écueils qui auraient pu amener une autre trajectoire, et je pense que tu n'es pas le seul concerné par cela. Ça m'intéresse de voir un petit peu, finalement, euh, comment est-ce que cette injustice peut se transférer dans des activités hors basket qui peuvent être des exutoires, tu vois. Des fois, on peut déstresser, je sais pas moi, en faisant peut-être la fête ou... Non, moi, la fête, je l'ai faite beaucoup. J'ai fait beaucoup la fête, mais c'était pas spécialement un exutoire. C'était une période de vie parce que en arrivant à Paris, il y a plus d'opportunités de faire la fête. Ça a été un peu le cas au début de First Team quand on a un peu de succès, quand on est un peu reconnu. Donc, non, les exutoires, oui, on a tous besoin de toute façon d'un exutoire. Le basket ça a été ça à un moment donné. Les sorties l'ont été, mais comme le travail et la construction de First Team a été aussi une forme d'exutoire. Donc, pas plus que, tu vois, c'est plus l'opportunité du moment qui faisait ça. Et à un moment donné, c'était s'entraîner 2 fois par jour. 10 ans après, 15 ans après, ça a été de sortir, pas tous les soirs, mais presque. Donc voilà, et puis aujourd'hui, c'est de venir quasiment tous les jours au studio, travailler et réfléchir à des nouveaux projets. C'est des chapitres de vie comme ça. Erwan, on est à notre césure. On va faire une petite pause et on va aller beaucoup plus loin dans ce que tu viens de nous dire dans le 2e chapitre de ta vie. Merci pour le partage. À tout de suite. Nous voilà pour la césure. Merci de nous accueillir dans la cave, la First Team cave. Quel matos incroyable. Où est-ce qu'on est ici?
Là, on est dans la régie. On est juste donc dans la petite salle qui est derrière le studio où on tourne le First Day Show, la libre antenne et on fait les interviews. Et donc ici, on est dans la régie. Le fait d'avoir une régie, ça nous permet de commuter. C'est-à-dire que là, je peux changer de caméra. Ça nous fait donc ce qu'on appelle une réal en direct. Et donc, quand l'émission est terminée, on n'a pas besoin de faire de montage. Donc, ça nous permet de lancer des tableaux, de faire des doubles fenêtres, de faire des plans larges serrés. Voilà, c'est ce qu'on appelle commuter. Et à côté, donc ici, où il est là, et donc il y a Tom Serravino, notamment Imen, qui sont en chef d'édition. Donc c'est eux qui envoient les tableaux, qui disent ok là, on a ça comme infographie, on les envoie, sort, rentre, remet, rebalance. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps et de gagner évidemment en qualité de production. Et je salue le travail des infographistes, franchement c'est top. Vous n'avez rien à envier au NBA Extra et compagnie. Justement, toi à l'époque, tu étais plutôt aussi dans l'arrière-plan, il me semble. Hein. Est-ce que tu te souviens comment tu as appris un peu ces choses-là, le regard que tu avais, ce que tu as pu en retirer, ce que tu as manipulé? Moi j'ai commencé avec l'OP Synthé, donc c'est lui qui rentrait tous les noms quand on voit au tout début. Puis après j'ai assistant d'édition, puis après j'ai fini aussi en chef d'édition où je parlais à l'oreille de Marie, de Xav ou de Rémi. J'ai fait notamment aussi le Martin Luther King Day, où là c'est des longues soirées où là il y a plein de trucs à envoyer. Tu parles avec les LSM derrière, les LSM ceux qui recalent les ralentis des matchs. Donc tu peux me recaler ça, boum, vas-y on envoie. Franchement ça me manque un peu ça pour le coup, c'est archi kiffant et surtout pour ceux qui nous regardent, faut savoir que le journaliste, oui, il y a l'antenne, mais il y a tellement de choses qui se font derrière les caméras et qui sont passionnantes. Et parce que s'il n'y a pas les gens derrière les cams pour bosser, pour préparer, pour penser les émissions, pour écrire des trucs, ben ça rend pas pareil. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont méconnus parce qu'aujourd'hui on ne jure que par le devant de la cam. Mais franchement derrière en régie, il y a moyen de trouver des vrais métiers ultra passionnants. Comment ça se passe au niveau rédactionnel, au niveau conducteur d'émission? Où est-ce que vous vous posez pour écrire les plans, etc. Vous avez une salle de conférence de rédac. Comment ça se passe? Alors, il y a une salle de réunion qui est notre salle du quotidien qui est au fond de l'étage. Et puis, en fait, maintenant, le First Day Show, il a 10 piges. Il aura 10 piges l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, les conduits, c'est news, débat, palette qu'on a rajouté depuis 3 ans, qui est un vrai succès, et le quiz. Et après, c'est toujours un peu les mêmes constructions. Après, à l'intérieur de ces éléments-là, ben, on y met ce qu'on sait faire. Du débat, du rire, des confrontations par moment. Mais voilà, on sait qu'on a 4, 5 news. On sait qu'on a derrière un débat. On sait qu'on a une palette. Donc, moi, je m'occupe de la palette avec Léo au montage là-bas. Le débat, c'est avec Tom, on le construit. Et puis voilà, tout le monde a le même lien pour voir le conducteur. Et puis, tout le monde sait de quoi on va parler. On a parlé de compétences un peu basket, etc. Ici, pour faire ce taf de journaliste, hein, un peu plus de nombre d'ailleurs, tout le taf de préparation, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, en tout cas toi, quelles sont les compétences où tu t'es senti vraiment à l'aise ou que tu as vite apprises pour faire ce travail-là? Aujourd'hui, la manière dont je bosse à Bein et la manière dont ils bossent les petits ici, enfin les petits, il faut que je les appelle comme ça, les jeunes, les plus jeunes, c'est différent. Ils ont sur leur ordi, aujourd'hui, ils sont très, très forts techniquement sur du montage, du graphisme, ils savent tout faire. Moi, je savais pas faire ça à Bein, par contre, mais j'ai appris aussi le montage, ça c'est assez simple, mais c'est des notions à avoir assez rapidement. Surtout moi je montais à l'époque sur autre chose, là aujourd'hui maintenant ils montent pareil avec leur téléphone, tout ça, moi je sais même pas, je sais plus le faire. Mais il faut être débrouillard en fait, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas un truc que tu es obligé de faire 5 ans d'études, il faut être motivé, il faut être débrouillard. Voilà, il faut montrer qu'on a envie. Erwan, on est de retour. Après avoir parlé sport, on va plus parler un petit peu état d'esprit, évolution de parcours, mindset. Et Erwan, je me permets un jeu de mots un peu douteux. Tu as commencé ta carrière en tant qu'intérieur. Le pivot, ça te connaît. Raconte-moi comment tu as pivoté une fois que tu as compris que ton projet de devenir professionnel a pris du plomb dans l'aile. Ça a mis du temps. En fait, et puis je me suis retrouvé avec 2 choix. C'était ou coacher ou être journaliste. Je voulais rester dans le sport, ça reste mon domaine de prédilection, ça reste ma passion. Et donc j'aimais bien le coaching, j'aimais bien ça, la stratégie, tout ça, mais j'avais l'impression de rester dans le même cercle que celui que j'avais connu en tant que joueur et recroiser un petit peu peut-être les mêmes personnes, les mêmes gens. Le journaliste, je connaissais pas, c'était un petit peu l'inconnu. Et comme souvent dans ma vie, j'ai fait le choix de partir dans l'inconnu. Donc c'était le journalisme.
Et donc j'ai commencé petit à petit à écrire des articles, presse écrite, parce qu'au début je voulais être un journaliste de presse écrite. Mais comme quoi, tu vois, entre ce qu'on veut faire, l'idée qu'on a de base et la finalité, on est très très loin de tout ça. Mais voilà, j'ai commencé comme ça a été, oui, le journalisme. Je lisais l'équipe depuis que j'étais tout petit, j'écoutais les commentaires depuis que je suis petit. C'est un métier qui me fascinait, le journalisme sportif. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais voilà, c'était toujours cette volonté de se dire, OK, le basket, ça m'a pas amené là où j'aurais aimé, dans mes rêves les plus fous. Ça m'a quand même amené beaucoup de choses, mais je veux rester là-dedans. Et là-dedans, c'était le journalisme sportif. Ouais. Tu dis de manière très naturelle que tu aimes bien aller vers l'inconnu. Je crois que cette qualité n'est pas commune à tous. Euh, Comment as-tu cette impulsion pour aller vers cet inconnu-là? Je sais pas, c'est un truc dans le ventre, curieux. Ah, à quoi ça ressemble? Ça va être quoi? Tu vois? Moi, je suis plutôt le genre de gars. Tu vois, vas-y, tu ouvres pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, ou tu gardes ce que tu as. Non, je vais ouvrir. Voilà, j'ai cette curiosité naturelle. J'ai envie de voir, comme quand je suis arrivé à Paris. Je suis parti comme ça à Paris. À un moment donné, on m'a dit, mais c'est à Paris que ça doit se passer, journaliste, pour toi. Ah ouais, Paris? Ah ouais, je suis allé 2, 3 fois, je connaissais pas. Ah, mais Paris, la capitale, ça a l'air cool. Ah ouais, bon, je décide de partir à Paris. Voilà, l'inconnu, quoi. Je crois que c'est quelque chose qui m'excite un peu, ouais. Alors, tu arrives en région parisienne, à Malakoff précisément. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi cet endroit a été décisif pour la suite? Bah parce que déjà, c'est le club où je vais rester le plus longtemps. Dans ma carrière, je vais rester 5 ans à Malakoff. Donc déjà, ça va me changer beaucoup de choses. Moi qui changeais de club quasiment chaque année. Euh, je vais m'installer. Je vais avoir l'opportunité d'avoir un appartement à 30 mètres de la salle. Donc ça, c'est un luxe incroyable. Ça me permet de me loger à Paris quand même à moindre frais. Et donc de pouvoir trouver des opportunités professionnelles à côté, me faire des potes, continuer à jouer au basket, qui est quand même ma passion, vivre des choses exceptionnelles avec cette équipe-là, rencontrer Thomas, avec qui finalement derrière on va construire ce que tu sais. Donc Malakoff, je crois que je pourrais pas trouver mieux comme endroit entre pouvoir me loger, continuer à pouvoir jouer au basket à un bon niveau avec une intensité incroyable. Les entraînements de Malakoff, on en parle avec Thomas, on se dit, mais c'était quand même une folie, cette intensité-là. Et puis rencontrer Thomas, avec qui est le mec parfait qu'il me fallait pour construire First Team. Donc, ouais, c'était compliqué de faire mieux. Je pense que j'avais fait des essais dans un autre club, à Alfortville, par exemple, qui était en N2. Alors, ils avaient le choix entre deux mecs, ils hésitaient. Finalement, ils ont pris l'autre gars. Et sur le coup, je me dis, ah, putain, j'avais envie de rejoindre N2. Mais en fait, tu vois, la vie, ça se joue à ça. Si je vais à Alfortville, peut-être que je rencontre certainement jamais Thomas. Peut-être que l'histoire aurait été différente. Peut-être que j'aurais pas construit ça, que j'aurais été journaliste sportif, mais ailleurs, que je serais resté à Bean, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'aime à me dire que Malakoff a été, sans le savoir, un élément ultra important et décisif de tout ce qui va arriver après. Tu as évoqué Beansport. Alors moi, j'aimerais comprendre. Je veux bien qu'on aime l'inconnu et le risque, mais lorsqu'on arrive dans ce grand groupe avec une certaine stabilité, qu'est-ce qui fait que là encore, tu décides de prendre la tangente? Bah, moi, c'est vrai que quand je rentre à Beansport, moi, je pense, ça y est. Pour moi, j'ai réussi. C'est ligne droite, c'est un groupe solide, ils ont les droits NBA. Très vite, ça se passe bien. Par ma motivation, par mes connaissances basket, bah, très vite, je m'installe. Bosser avec Jacques Monclar, avec Vaution, avec Rémi Reverchon. C'est cool. Traiter les images de l'NBA au quotidien avec tous les gars qui sont derrière la caméra. Je pense à Adio, Mathias Duché à l'époque. Enfin, c'est fantastique. Moi, je me lève tous les matins, j'ai une banane incroyable. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de ma vie peut-être aussi, c'est qu'on a envie de plus, j'ai envie de faire de... En parallèle, avec Thomas, on avait commencé à monter le Hoopcast, mais je commençais à faire un peu d'antenne, puis une fois qu'on maîtrise l'édition, qu'on fait des sujets, et tout, bah, j'ai envie d'être à l'antenne, j'ai envie d'être avec Jacques, d'être avec Rémi, avec Xavier en plateau, et puis j'ai envie de commenter des matchs. Et là, je sens que, pas tout de suite, pas tout de suite. Et donc en parallèle, YouTube explose, nous on a monté ce truc avec Dailymotion, avec Thomas. Et à un moment donné, Wax nous dit, mais les gars, il faut aller sur YouTube. Moi, je peux vous présenter chez des gens à Webedia, mais il faut tout lâcher, hein.
Et là encore, hein, donc Thomas, on était arrivé à la fin aussi avec Dailymotion et Basket USA. Et on a tout lâché parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait créer un truc différent. Et j'aurais pu rester à Bean sans problème, y être encore et m'éclater. Mais je sais pas, me dire, waouh, je peux peut-être créer un truc. Alors que je suis pas entrepreneur de base, j'ai pas ça en moi. Mais écoute, ça s'est fait comme ça. Voilà, je me suis dit, ok, je vais créer une émission, je veux présenter une émission, je veux être en plateau, je veux dire des choses différemment, je veux faire ça avec mon pote, voilà. Ton fameux pote, on va y revenir, puisque Malakoff, c'est le terrain de votre rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime à vous regarder, bien sûr, avec tous les autres, hein, mais c'est vrai que la première fois que je suis tombé sur toi, c'était avec Thomas, sur une vidéo. Et tout de suite, ce qui frappe, c'est cette dualité, que ce soit physiquement parlant, le timbre de la voix aussi. En fait, voilà, quand vous êtes à deux, ça match. Euh, Raconte-nous un peu cette alchimie, comment ça se crée et ouais, comment tu la vis aujourd'hui encore, parce que ça fait quelques années que ça dure. Thomas, aujourd'hui, Thomas et moi, on est frères. Voilà, il y a pas, je sais que des fois, quand on n'est pas d'accord sur des débats, les gens dans les commentaires, encore cette semaine, ils mettent, ouais, on sent qu'il y a une tension tous les deux. Thomas et moi, on est frères. Comme on est frères avec tous les gens qui nous suivent, qui travaillent avec First Team depuis des années, hein, les Paul, Tom, Jérém, voilà, on est frères, on vit le quotidien ensemble. Pour revenir à Thomas, le début, donc, c'est que moi j'arrive à Malakoff à 28 ans, lui il arrive en même temps au club, il a 20 ans, et au début j'accroche pas spécialement avec Thomas, il y a cette histoire qu'il aime à me rappeler, c'est que moi je portais le numéro 8, et on arrive sur un match amical, il arrive un peu avant moi, il prend le premier maillot, mais lui il s'en fout, il prend le 8. J'arrive, je fais, il est où le 8? Ah, c'est Thomas qui l'a pris. Et je retourne sur le terrain, lui dis, non, enlève le maillot, c'est mon truc et tout. Bon, phase. Et puis Thomas, il a ce côté un peu, des fois, nonchalant, un peu. J'accroche pas terrible. Et en fait, c'est par le basket, par le jeu, que je vais commencer à apprécier notre relation. C'est qu'en plus, le coach ne le faisait pas trop jouer. J'arrêtais pas de dire, fais-le jouer, lui. Thomas sortait donc de centre d'information du PBR à l'époque. Donc, QI basket, éduqué basket. Donc, j'aimais bien sa manière de jouer. Meneur rassurant, bon passeur, met des choses en place. J'aimais beaucoup jouer avec lui dans une équipe où nous, on courait un peu partout, c'était un peu foufou. Lui, c'était un des mecs les plus structurés basketement parlant. Donc, je poussais le coach chaque fois, il fait le jouer. Et à nous, il nous mettait ensemble dans les équipes et tout. Et je me souviens un match où on va jouer à Biorel, tiens, tu vois, je sais pas pourquoi, je me rappelle ça, la banlieue de Rouen. Et c'est le premier match où le coach fait jouer Thomas, et Thomas est bon. Sur une attaque de zone, évidemment. Et Thomas est bon, et il met des tirs à 3 points. Et le coach, à la fin, il vient me voir, il me dit, ah, t'es content, Thomas a joué. Je fais, ouais, parce que je poussais pour qu'il joue. Et j'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on fait des 3-3, on est l'un contre l'autre chaque fois. C'est chiant de défendre sur lui parce qu'il sait faire plein de choses. Donc ça se passe comme ça. Et après, ça c'est le basket. Puis dans les débats, sa manière de parler et tout, toujours très structuré. Je trouvais, c'est parmi tous les fous qu'on était de partir dans des envolées lyriques. Voilà, Kobe, ça, mais le moi, lui, je trouvais que malgré son jeune âge, avec des mecs de 28 ans, lui, il n'en avait que 20. Il arrivait toujours à se placer, sans crier, sans couper les paroles, mais il arrivait à avoir ce ton juste. Et je trouvais que tout ce qu'il disait, ça avait grave de sens. Et au moment de lancer le podcast qui s'appelle Are You Kidding Me, le tout premier, et que je veux me lancer là-dedans, dans ce podcast, dans un vlog, enfin non, blog, comme on dit à l'époque, blog plutôt. Il y a plein de mecs de mon âge qui sont pareils en transition professionnelle, mais c'est avec, je sais pas pourquoi, enfin si, je pense savoir pourquoi, c'est avec lui que j'ai envie de le faire, et c'est à lui que je propose de le faire. Et lui, lui qui est à la fac pour être dans la finance et tout, il est loin de tout ça. Je sais pas, lui aussi, il pourra peut-être en parler un jour, mais il dit ok, et on y va. Alors c'est petit au début, hein. On est à des années-lumière d'imaginer ce qu'on va vivre pas en construisant ça, mais c'était logique. Et très vite, on est bien tous les deux, ça match, c'est fluide, c'est marrant, c'est divertissant. Il apporte un truc, j'apporte autre chose. On n'est pas d'accord, on est d'accord, on est truc. Bon voilà, ça match très vite. Puis il est doué. Il est doué aussi à l'antenne. Il a la voix, il a la gueule, il a le sourire. Il est facile. La première fois, on fait l'émission au Loopcast à l'antenne. Moi, je connais Bean, j'ai fait un peu de télé à Ma Chaîne Sport à l'époque. Moi, les premières fois à l'antenne, bon, tu vois, lui, très vite, je vois sur la première fois où il est filmé, il est facile, il a le sourire, je suis ok, d'accord, t'es un Américain, en fait, t'es fait pour ça.
Voilà, donc c'est comme ça. Et on lui passe le bonjour. Bah, bien sûr, on J'espère l'embrasse qu'il fort. sera heureux d'entendre ces éloges. Certainement, mais je l'ai déjà dit, il le sait. C'est bien de redire quand même. Tu fais vraiment l'analogie, encore une fois, entre le contexte basket, où l'alchimie entre Thomas et toi se fait, et plus tard, ce que vous faites aujourd'hui, l'alchimie en interview. Et c'est vrai que je constate que vous êtes complémentaires. Hum. Le volcan, entre guillemets, le gars qui est plus posé, entre guillemets encore une fois. Après, c'est pas un moine Shaolin, hein, Thomas non plus. Hein, il sait aussi monter, ça et tout. Je pense que j'ai pris un peu de lui et il a pris de moi aussi. Donc, tu vois, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Je pense qu'on sait aussi, tu vois, chacun apporter des choses. Là, j'arrive sur cette question, justement. Ça fait 10 ans. Tu as dit tout à l'heure que, écoute, tu as assumé ce choix. Tu as assumé ce choix de partir de BIN, etc. Et aujourd'hui, 10 ans après, si je fais l'analogie avec ta période basket, il y a dû en avoir des injustices. Il y a dû avoir des gens autour de toi qui t'ont fait des pieds de crasse. Il y a dû avoir des déconvenues humaines. Et pourtant, tu es toujours là, tu tiens le coup. Qu'est-ce qui fait que par rapport à la période basket, aujourd'hui, tu es encore là? J'ai pas de souvenir de gens qui. Le départ de Dailymotion et avec Basket USA a été musclé. Mais j'ai pas l'impression que c'était une injustice, c'était une vision différente des choses. Et là, encore une fois, avec nos envies de l'époque et notre jeune expérience du métier, ben, on a réagi à notre manière. Elle était ce qu'elle était. Et ils ont réagi la leur, elle était ce qu'elle était. Bon, nous, aujourd'hui, j'ai pas d'amertume plus que ça. Ce qui me permet de tenir, ben, c'est l'équipe, c'est nous, c'est Thomas, c'est Stephen, qui fait partie évidemment de l'aventure et de la création de First Team, qui donc fait partie des trois mecs donc Thomas, Steph et moi, qui avons construit First Team, qui avons pensé le nom, qui avons pensé le First Day Show ensemble. C'est la famille qu'on a créée. Donc je disais Tom, Paul, Léo aujourd'hui, Aymen, qui sont là, Jérémy, voilà, En fait, on a cette chance incroyable de traverser toutes les épreuves qu'il peut avoir par moment, des gens qui peut-être nous critiquent ou qui nous aiment pas, mais c'est pas grave. Mais en fait, on a créé cette espèce de bulle entre nous où en fait, ben, on se tire les uns les autres vers le haut, quoi. Donc, moi, dans ma construction de journalistique, ben oui, il y a des gens que tu fais des entretiens, ben, ça se passe pas bien, on te rappelle, ben on te rappelle pas et tout, mais ça, c'est la vie. Si chaque fois tu te sens une injustice, comme si vraiment on te dit t'as volé ça alors que tu l'as pas fait, tu t'en sors plus. Tu t'en sors plus. Non, après c'est juste que c'est un milieu dur. Les places sont chères, de plus en plus chères, pour commenter des matchs, pour faire des émissions, filmer. Et nous, on a la chance d'avoir créé un truc. On s'est créé notre média, on s'est créé nos emplois, on s'est créé notre kiff. Donc en fait, voilà, j'ai pas d'injustice. Au contraire, je me dis, waouh, nous, on est des chanceux de faire ce qu'on a fait et d'être entouré de mecs qui sont là depuis le début. Paul, il est là depuis le début. Steph, il est là depuis le début. Et aujourd'hui, ben, je vais à RMC parce que Steph est allé chez RMC. Nos gars de l'équipe, je vais à l'équipe parce que j'ai croisé des gars sur mon chemin. En fait, pour le coup, tu vois, pour moi, il y a pas d'injustice dans ma construction. Au contraire, il y a que de la chance et de la réussite. Mais j'ai l'impression que, autant à l'époque où tu jouais au basket, peut-être que tu n'as pas eu ces personnes autour de toi qui ont fait ce cocon-là, et que bah, ces situations-là, tu les as vécues comme on l'a dit tout à l'heure, mais qu'effectivement, aujourd'hui, tu as ce cocon-là. Mais j'ai du mal à croire que Erwan n'ait pas changé entre-temps. Bon, j'espère un peu quand même. Changer, je pense que je suis toujours le même. Mais après, tu vieillis. Tu rencontres des gens. Encore une fois, on est tous différents chez First Team. Thomas était quand même... alors Thomas, c'était mon petit à Malakoff à 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus mon petit. Comme je dis, c'est mon frère. Thomas, aujourd'hui, il est capable de me dire... Et il a fait de me dire... Non, non, là, c'est trop. Nana, là, c'est cool, ok. Steph, tu vois, dans le rapport qu'on a à lui, qui est aussi un volcanique, tu vois. Mais de se parler, Tom est devenu daron depuis qu'on s'est connus. Aujourd'hui, c'est un père de famille. Steph, c'est un père de famille. Des mecs sont en couple, ils vivent... Enfin, donc tout le monde, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'on a tous changé. Tu rencontres sur ce trajet-là, tu rencontres des gens, tu rencontres des copains, tu rencontres l'amour, tu rencontres... tout, bien sûr, tout change. Par contre, tu t'entoures de gens qui
qui te rendent meilleur, ouais. Sans dire que tu vas changer, mais ils te rendent meilleur, ouais. En tout cas, j'ai l'impression que le cocon dans lequel tu es, par rapport à l'époque, il te sécurise vachement. Ben, moi, comme je disais à Biarritz, moi, j'avais pas de famille là-bas. Donc, j'ai dû m'en créer une, et c'est ce que j'ai fait. Mais à Paris, je me suis créé une famille, et cette famille-là, c'est First Team, quoi. Donc, oui, c'est mon cocon. Très deep ce que tu dis, parce que je pense qu'on a tous besoin d'une famille en vrai. Et je reviens en arrière quand je t'écoutais sur ta jeune carrière. Effectivement, on sent que le côté humain peut-être a manqué pour tempérer. C'est pour ça que je posais cette question-là sur y a-t-il eu des gens, etc. Peu importe, en tout cas aujourd'hui tu l'as et on voit ce que ça donne. Et ça fait bien plaisir C'est à voir. gentil. Non, non, franchement, ça fait bien plaisir à voir. Euh, Erwan, aujourd'hui, tu es en pleine réussite. Et c'est vrai que vous êtes amené à côtoyer des joueurs que tu as côtoyés à l'époque qui ont percé. Peut-être que tu aurais pu être un de ces joueurs. Comment tu vis le fait d'être si proche du soleil sans forcément avoir la fast life qui va avec? Je t'ai vu au bord des terrains, etc. Comment tu gères ça aujourd'hui? Euh, je me sens archi chanceux. Je sais pas à qui tu fais allusion en disant tu aurais peut-être pu être comme eux, parce que moi, je côtoie. Moi, je joue j'ai la chance des fois de jouer contre Steph et Thomas Laronkis. Je peux te dire qu'il n'y a pas un monde, et c'est les mecs qui n'ont pas joué NBA, hein. C'est des bons joueurs de Pro A. Steph a fait même un peu de l'équipe de France. Je peux te dire que quand je joue contre eux, il n'y a pas un monde où je me dis, ah, j'aurais peut-être pu accrocher. Donc, encore une fois, par contre, je me sens très chanceux. J'adore, moi, les récits, les histoires des anciens pros. J'aime être au bord des terrains encore. Et on aime à dire avec Thomas que commenter au bord du terrain, c'est la meilleure place du game après être joueur. Donc, moi, je me sens chanceux, archi chanceux de pouvoir vivre ça. En fait, j'ai pas de. Tu dis que je suis proche du soleil, ouais, ben je suis là, exactement là où j'ai envie d'être, en fait. Exactement là où j'ai envie d'être. Donc, non, c'est vraiment vraiment, je me sens chanceux de pouvoir parler avec Nico Batum, de pouvoir parler avec des mecs en interview qu'on reçoit, les Gershon, Dominique Malonga, peu importe le parterre de gens qu'on interviewe, il est tellement large. Quand on va dans des salles commentées bord terrain, c'est toujours un. Tu sais, on a l'impression d'avoir aussi notre rôle à jouer. Donc, franchement, non, non. C'est pas une vie par procuration. Ou zéro. Zéro, la fast life, je sais pas ce que tu entends. Fast life, oui, je suis pas multimillionnaire comme un joueur NBA, mais encore une fois, moi, quand je me lance dans le. J'ai été beaucoup plus ambitieux en tant que basketteur plutôt que journaliste. Et finalement, la plus grande de réussite, elle est journaliste et elle n'est pas en tant que sportif. Tu vois? Donc en fait, j'ai un rapport complètement différent. Autant le basket m'a frustré en me disant, autant le journalisme, chaque fois, il me dit, il y a encore ça, il y a encore ça. Alors tu vois, alors que je pourrais presque dire, c'est déjà super et je m'en contente. Et chaque fois, il y a des choses qui se rajoutent. Donc c'est un rapport complètement différent. Donc il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de procuration. Quand je regarde ton parcours aujourd'hui, tu vois, on est chez Skill, on parle de Skill, et souvent, tu sais, dans les compétences psychosociales, on parle souvent de math skills. Donc, c'est-à-dire, quels ont été les événements de ta vie, peut-être un petit peu hors du commun, qui ont fait ce que tu deviens aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois comme moi, mais en t'écoutant, effectivement, je constate que la partie sportive aurait pu être plus fluide que ça, mais je n'arrive pas à ne pas faire de lien entre cette déception que tu as vécue à l'époque et additionner à cette résilience que tu l'as dit tout à l'heure, qui arrive à ce que tu veux aujourd'hui. Pour moi, j'ai l'impression que... Tout est lié, hein. C'est un seul et même parcours au final. Encore une fois, il ne faut pas en faire des tonnes sur ma déception. Au bout d'un moment, on se rend compte aussi des choses, hein. Tu t'entraînes, tu côtoies des mecs. Tu as des mecs, je suis plus fort que lui. Lui, il est à mon niveau. Bon, lui, je peux m'entraîner toute ma vie. Après, on est aussi conscient de plein de choses. Après, on a nos rêves. Donc, mais pour moi, tout est sur le même chemin. Il n'y a pas, tiens, le basket en tant que joueur, hop, ça s'arrête, puis après. Non, tout est lié. Moi, ce que le basket m'a apporté, comme plaisir déjà au début de regarder, de lire des magazines, de jouer, de commencer à jouer à Marseille, puis de découvrir un petit peu le haut niveau, d'avoir la chance d'être sur des bancs
professionnel en Pro B, à côté de mecs comme Jimmy Verov, qui a été champion d'Europe à Limoges en 93 et qui me racontait les histoires de l'époque dans le retour de Carme. Moi, en fait, c'est une chance de ouf, en fait, de faire ça. D'aller m'entraîner à Antibes avec mon pote Cédric Bisley à l'époque, qui jouait là-bas, et de m'entraîner avec Stéphane Ostrowski et David Rivers. Mais en fait, tu vois, c'est... Tac, un peu de recul, mais en fait, c'est fantastique, c'est génial de jouer à Brest avec Harvey Knuckles, qui a été drafté par les Lakers. Mais en fait, j'ai mille histoires, tu vois. Mille histoires de jeux contre Ron Anderson, quand t'es en National 3, qu'un ancien joueur NBA. En fait, c'est trop bien. Tu vois, il y a que du positif, en fait. Alors oui, on veut toujours mieux, on veut toujours plus, on rêve, parce que je suis un rêveur par monde, mais en fait, avec le recul, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Ce que le basket m'a donné, c'est fantastique. Les rencontres, les trucs, trop bien. En tout cas, tu as parlé d'ambition tout à l'heure. Et dans Force Team aujourd'hui, cette ambition, tu l'assumes et tu la vis pleinement. Ah bah oui, bah de toute façon, nous, on prend, hein. On s'est lancé, je te dis, mais des fois avec Thomas, on fait, on n'aurait jamais cru, hein. Non. Mais bon, voilà, le moment, le timing était bon, l'explosion de YouTube a ouvert des portes, et on a su les ouvrir. Et aujourd'hui, des fois, on nous dit, mais dans 5 ans, vous voulez faire quoi? Puis tu sais, maintenant, on a les business plans, tu sais, pas mal de trucs comme ça, où les gens, pour investir, te disent, mais dans 5 ans, 10 ans, vous voyez où? C'est dur à dire, hein. Parce que si je prends il y a 10 ans, si on me dit tu te vois où, je me voyais pas ici. Mais écoute, on verra. J'aime aussi, tu vois, l'inconnu, tu vois, de dire, ben, en fait, la certitude qu'on a avec Thomas, c'est qu'en fait, on a nos petits rêves à nous, qu'on garde pour nous, mais on sait qu'aujourd'hui, avec les 10 premières années qu'on vient de vivre là, avec First Team, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que rien n'est impossible. Alors, en t'entendant parler, j'ai l'impression que par ta modestie, effectivement, voilà, vous êtes arrivé là. Mais tout à l'heure, tu as parlé, quand on parlait d'exutoire, tu as parlé du temps, de l'énergie que vous passez ici, un peu comme à l'époque où vous aviez vos entraînements quotidiens. Raconte-moi ton rapport au travail, justement, dans le contexte de First Team, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un ingrédient qui aussi vous a propulsé à ce niveau-là. Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on compte pas nos heures, mais parce que quand c'est ta boîte et que c'est ta passion, que c'est tes potes, en fait, le contexte est quand même idyllique. Écoute, il y a le quotidien, c'est regarder les matchs, l'actu, les émissions, à préparer, la libre antenne, le first des shows. Et puis, tu as les projets autour à développer parce que quand tu es entrepreneur, c'est où tu avances ou tu recules. Il n'y a pas d'entre-deux. Bon, quitte à choisir, on préfère avancer. Donc, on est toujours en alerte avec les gars et l'équipe pour qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau. Donc, on est toujours là-dedans. Donc, c'est une réflexion permanente. J'aimerais juste t'entendre sur un dernier tips sur lequel je t'ai entendu te prononcer, la force du réseau. La force du réseau, parce que tu es arrivé à Paname seul, et aujourd'hui, tu es connu comme le loup blanc. Je sais pas si c'est un peu... Écoute, après, je suis comme ça, je suis un mec sociable. Moi, j'aime parler aux gens, j'aime aller vers les gens, j'aime m'intéresser aux gens. Et voilà, donc je suis comme ça. Après, le basket est un petit monde. Mine de rien, tout le monde se connaît. Et finalement, mais pour revenir à la question du réseau, ouais, moi, je crois qu'en fait, on a tous un réseau. Faut-il encore s'en rendre compte? Et un réseau, ça s'entretient déjà, ça s'active et ça se crée. Tiens, en fait, tu sais que tu connais un tel, qui connaît un tel, tu peux lui demander si... Alors, faut pas être trop en faire parce qu'on peut se griller et dire à lui, c'est un gratteur, il veut que. Mais ça, un réseau, ça se crée. Donc, tiens, tu connais un tel qui connaît un tel, vas-y, tu peux lui demander si ça. Tu peux. Surtout pour moi, en tout cas, médiatiquement, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Ma première interview, c'est Bouna Ndiaye dans le basket. Et c'est mon coach David Cario, à l'époque, de Malakoff, qui me dit, mais moi, mon pote coach, j'ai un autre pote coach qui connaît Bouna. Parce qu'il voyait que je voulais être journaliste et tout. Et il me fait, OK, tu peux avoir le contact avec Bouna. J'ai eu le contact avec Bouna. Avoir le contact avec Bouna, déjà, il était content, parce qu'à l'époque, il y a eu peu de gens l'interviewaient. Eh ben, tu finis l'interview avec Bouna, tu mets son métier en lumière, il est content, c'est cool. Il voit que... On se parle, je l'avais réinvité ensuite au 10, à l'époque, au 10 Radio, à l'ancienne. Et il est content. Donc il est cool, lui, putain, sympa ce qu'il fait, il s'intéresse un peu à nous. OK, bah, Bouna, il est quoi? Il est agent. Il a tous les Français. Bouna, je pourrais avoir... je connais Jérémy Mediana, son associé. Les gars, cool, super. Là, je pourrais avoir Nico? Ouais, Nico, il est cool, vas-y, on finit. Et hop,
C'est comme ça. Ça, c'est le réseau basket. Mais dans les médias, ça passe pareil. Aujourd'hui, quand je suis arrivé stagiaire à Orange et qu'il y avait tous les chefs aujourd'hui, c'est devenu des gars à moi que je connais, qui sont à l'équipe, qui sont dans des postes à responsabilité dans pas mal de médias. Et c'est ça aussi. Mais par contre, c'est venir, montrer qu'on a envie de bosser, montrer qu'on est compétent, montrer qu'on est un gars bien. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il faut du temps. Et je ne l'ai pas fait dans toujours l'espoir, dans l'idée de me dire que ça va m'apporter quelque chose après, parce que ça, pour le coup, il faut faire attention. Donc, au contraire, je l'ai fait pour les bonnes raisons. Mais le réseau, en fait, t'as pas besoin de faire d'études, t'as pas besoin d'être ultra connu, c'est juste quelque chose qui te sert surtout dans le métier que je fais. C'est vraiment chouette en t'écoutant parce que j'ai l'impression que à 42 ans, c'est, j'allais dire pas presque le début de ta vie, mais tu es sur une période d'alignement qui fait que tu te projettes plus paisiblement qu'avant, peut-être, si je compare par rapport à l'époque. Là, on est moins au jour le jour, ouais. On est moins au jour le jour. Il y a toujours du day-to-day, mais oui, on est plus confort, oui, forcément. Quand tu gagnes un peu plus d'oseille, quand tu es plus serein, quand tu as un peu le sentiment aussi d'avoir réussi quelque chose. C'est très... ça fait du bien, tu vois. Donc, oui. Donc, oui, on est moins chaque jour à dire c'est l'aventure. Voilà, on est un peu plus serein. Regarde les beaux sièges dans lesquels je m'assois maintenant. Vous avez créé ce cocon dans lequel vous vous épanouissez. Et ce que je retiens un peu de notre entretien, c'est que d'une situation où peut-être d'une manière passive, tu subissais un petit peu les événements de la vie, aujourd'hui, tu as pris des choses en main et naturellement, intuitivement, vous avez créé un cocon dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel toi, tu t'épanouis. Félicitations. C'est gentil, merci. Félicitations parce que peut-être que ça peut donner de l'espoir à des personnes qui se retrouvent comme toi il y a une vingtaine d'années, un peu du père, en train de se poser des questions, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui sont un peu dans le flou, sans rentrer dans ces encouragements et ces mantras un peu classiques, mais C'est toujours délicat. C'est toujours délicat de ce genre de choses-là, parce qu'on peut vite tomber dans du bateau et c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Moi, chacun sa propre histoire, chacun ses propres ressources. Moi, ce que j'aime à dire quand on m'écrit, c'est quoi ton parcours, comment tu as fait, j'aimerais faire ce que vous faites avec Thomas. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Quoi que tu fasses, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, First Team, c'est connu, on a la chance de vivre de notre métier, de voyager, donc d'être reconnu. Mais quand on a voulu créer First Team avec Thomas, on l'a fait parce qu'on était fan de basket, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une place pour créer une émission de basket, parce qu'à la base, First Team, c'était pas un média. On voulait créer une émission de basket qui était le First Day Show. C'est tout. Mais on l'a fait parce qu'on était passionnés, on s'était bien trouvé avec Steph, les trois, on s'est dit on va créer ça. Paul s'est greffé. On l'a fait pour les bonnes raisons, parce qu'on s'amusait, que ça nous faisait kiffer. Tout le reste aujourd'hui, d'être reconnu dans les salles de basket, d'être reconnu même dans la rue, de gagner de l'argent, de voyager, d'être accrédité avec la NBA, de pouvoir aller voir des matchs, tout ça. Ça, c'est venu après, tant mieux, c'est génial. Évidemment qu'on ne va pas faire la fine bouche. Mais la base de base, c'est qu'on l'a fait pour les bonnes raisons, parce que ça nous plaisait, parce qu'on était passionnés. Voilà. L'argent, la reconnaissance, on n'a jamais fait pour ça. Et je crois que si j'ai un truc à dire, c'est que c'est long déjà la vie. Donc il y a toujours un moment donné où il y aura une porte pour s'en sortir, mais il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, vouloir faire de l'antenne, vouloir faire du YouTube, des émissions, parce que tu as envie que les gens te regardent, je pense que c'est pas une bonne raison. Mais ça marche pour plein de choses. Donc toujours faire les choses pour les bonnes raisons. Erwan, comment tu t'évalues aujourd'hui? C'est quoi quand tu te regardes le matin dans la glace, the man in the mirror, comme on dit? Qu'est-ce que tu lui dis et sincèrement, comment tu te vois aujourd'hui? Moi, j'ai un avis, mais je ne veux pas être objectif, donc je préfère te laisser parler. Je sais pas. Je crois que ça change quasiment tous les jours. Hein. Je crois, ou en tout cas, ça change souvent, je sais pas. Mais sur l'ensemble de ton parcours, le regard un peu dans le rétro? Je le regarde, je me pose pas la question tous les jours, parce que sinon ça serait très auto-centré.
J'aime plutôt regarder les choses qui vont arriver, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus, de mieux. Voilà, après, de temps en temps, c'est bien de s'asseoir et de se dire, ah, c'est cool, d'apprécier ce qu'on a et c'est ce qu'on fait. Mais non, je sais pas, le matin, je me regarde, des fois, je me dis, ah tiens, aujourd'hui, t'as une bonne gueule, aujourd'hui, t'as une sale gueule. Voilà, mais bon, ça finit toujours pareil, hein. Je m'habille, je me prépare, je viens au studio. Donc, je suis pas... J'aime bien me poser des questions, des fois, je m'en pose un peu trop, mais après, se poser des questions tous les jours, c'est aussi fatigant. Ça, j'ai appris à le faire aussi, à laisser couler un peu, c'est bien aussi. On a échangé un peu plus d'1 heure, Erwan, et Déjà? et déjà, je voulais juste finir par cette question, comment tu te sens à la fin de notre entretien? Bah, c'est surprenant comme interview, c'est unique, c'est original parce qu'on va sur des choses un peu deep. Donc écoute, ouais, mais c'est bien, j'ai l'impression d'avoir fait une forme de thérapie, donc c'est pas mal. Ça fait repenser à pas mal de choses, ça met pas mal de trucs sur la table, donc c'est cool. C'est cool, et puis tu mets les gens à l'aise, donc sympa. Erwan, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé, et c'est vrai que je le pressentais un petit peu, mais c'est confirmé. Ce que je retiens vraiment le plus de toi, c'est cette humanité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain, il est versatile. Tu te lèves, un jour ça va pas. On a des humeurs, on n'a pas d'humeur, et tout ça a le droit d'exister. Et merci, de par ta posture, tes commentaires, de permettre justement d'exister à tous les caractères. Sur ce, à la prochaine. Salut JM. L'émission est terminée. Merci à ceux qui nous ont écoutés. J'espère que t'as bien savouré. C'était Skill, la transmission de savoir habile. Ta mission partagée, pour ça c'est facile. On se capte une prochaine fois. Ne sois pas volatile, abonne-toi, reste aux aguets et check ton mobile. J'ai dit check ton mobile. Ok, check ton mobile, yeah. C'était Skill, la transmission de savoir habile.